La table ronde, je ne suis pas journaliste. La table ronde de ce soir, qui termine finalement notre colloque, parle de la contestation de l'ordre nucléaire. Derrière cette notion, ce n'est pas seulement la contestation du nucléaire, je pense que nous aurons des vues là-dessus, c'est la notion d'ordre nucléaire elle-même qui est mise en cause. Cet ordre nucléaire, je pense que ce n'est pas seulement des affaires de droit, de traités, donc on va beaucoup parler de traités probablement, de TNP, de TIAN, on va parler aussi, j'espère, de traités sur du contrôle des armements, que ce soit l'INF qui a été mentionné, que ce soit le JCPOA. Mais l'ordre nucléaire, c'est aussi quelque chose, je pense, de stratégique, avec des acteurs qui ont des comportements, des postures qui vont finalement en dehors de ce cadre admis. Et j'aimerais que l'on discute de cela. Et pour commencer, je passe la parole à monsieur l'ambassadeur Danon, qui est directeur adjoint à la direction des affaires politiques du Quai d'Orsay, si j'ai bien retenu votre fonction. Bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir aux Assises nationales de la recherche stratégique, a fortiori sur un sujet aussi passionnant que celui de la dissuasion. Donc, mon rôle de premier orateur, c'est de cadrer un peu le sujet tel qu'il peut se poser aujourd'hui, en rappelant tout de même que le nucléaire a été contesté dès qu'il est apparu. Vous avez une contestation de la bombe dès après Hiroshima et Nagasaki et une contestation de l'ordre nucléaire dès que les États-Unis et l'Union soviétique ont constitué en miroir des arsenaux de dissuasion. Et depuis, tous les arguments ont été travaillés, moulinés, pesés, jusqu'à se rendre compte que pour quasiment tous les arguments, ils sont réversibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent servir aussi bien à justifier et valoriser la dissuasion qu'au contraire essayer de l'affaiblir et de la décrédibiliser. Les éléments d'appréciation en matière nucléaire sont tous réversibles et c'est un élément essentiel du débat. Maintenant, ces arguments, ils sont nombreux et en fait, ils sont regroupables en trois grandes familles et c'est toujours les mêmes familles d'arguments qui reviennent dans le débat. La première famille, c'est la bombe est trop dangereuse. La deuxième famille d'arguments, c'est la bombe est inutile. La troisième famille d'arguments, c'est la bombe est porteur d'un ordre nucléaire dont nous ne voulons plus, disent les anti-nucléaires. Et l'ensemble de ces trois familles d'arguments est traversé de façon transversale par ce qu'on pourrait appeler la question morale et la question éthique. Alors notre débat aujourd'hui, il porte essentiellement sur la mise en cause de l'ordre nucléaire, c'est-à-dire sur la troisième famille d'arguments. Je donne juste un mot sur les deux premières. Un, la bombe est trop dangereuse. C'est toute la famille des arguments de type humanitaire. Ça tue beaucoup trop de monde et ça porte des dommages irréversibles en cas de guerre nucléaire à l'environnement. Il y a là, évidemment, l'argument humanitaire qui est très fort, d'autant plus que ceux qui travaillent sur cet argument considèrent que le droit international humanitaire a évolué à la hausse, pourrait-on dire, au fur et à mesure des années. Dans cette même famille d'arguments, la bombe est trop dangereuse, vous avez tous les arguments qui concernent les accidents. En fait, il y a des possibilités d'accidents techniques, des possibilités d'accidents en matière d'appréciation politique de ce qui est en train de se passer, de réaction, de contre-réaction, etc. Donc, deuxième sous-famille d'arguments. Troisième sous-famille à l'intérieur de la bombe est trop dangereuse, ce sont les détournements vers la bombe sale, vers les objets terroristes, vers le fait que la bombe puisse tomber dans des mains non étatiques, pourrait-on dire. Et l'ensemble forme donc une première famille. Deuxième famille d'arguments très importante, c'est la bombe est inutile. Alors la bombe est inutile, vous avez deux sous-familles d'arguments. Ceux qui disent en fait la bombe n'a pas réellement empêché la guerre, elle l'a déplacée. Certes, entre les pays nucléaires, il n'y a pas eu de guerre, entre par exemple les États-Unis et l'Union soviétique, mais ils se sont fait la guerre par proxy en Afrique, en Asie, et en Amérique du Sud, etc. Donc, quand on dit ça empêche la guerre, c'est biaisé parce qu'en fait, ça la déplace. Première sous-famille.
Deuxième sous-famille d'arguments sur la bombe est inutile, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est de dire au fond personne ne va jamais appuyer sur le bouton. Parce que vous vous rendez compte de la responsabilité que prendrait celui qui appuie, et accessoirement, cette responsabilité devant l'histoire va se doubler d'un risque de suicide collectif en retour, c'est-à-dire d'une réplique nucléaire, de vitrification de son propre pays. Donc au fond, ça n'est pas crédible. Ce qui amène à troisième sous-famille d'arguments, la dissuasion, c'est une croyance, c'est une représentation de la force de l'autre et de sa détermination à l'utiliser, non seulement de la détermination de l'autre, mais de ma propre détermination face à cela. Et c'est une croyance, nous ne participons pas à ça, certains peuvent y croire, nous pas, et donc c'est la question de la croyance. Et donc, puisque c'est inutile, eh bien, autant ne pas avoir la bombe. Troisième grande famille d'arguments, celle qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est la remise en cause de l'ordre nucléaire aujourd'hui. Là, vous avez 5 grands types sous-familles d'arguments. La première porte sur le côté asymétrique du monde nucléaire. Gros argument qui consiste à dire ça profite à 9 pays dans le monde et pas aux autres, et c'est une manière de penser le monde qui ne nous convient pas. Alors évidemment, la réplique est assez facile, parce que si vous mettez au-delà des 9 pays tous ceux qui sont sous parapluie nucléaire ou qui bénéficient d'accords particuliers de protection, ça vous fait une trentaine de pays, dont certains sont extrêmement peuplés, la Chine, le Pakistan, l'Inde, la Russie, etc. Et en fait, les pays qui sont sous couverture nucléaire, c'est 64% de la population mondiale et accessoirement 85% du PIB. Et donc, quand on dit l'ordre nucléaire ne bénéficie qu'à 9 pays, c'est sur le papier, parce que dans la réalité des choses, la réalité stratégique est totalement différente. La deuxième série de sous-arguments sur le sujet, c'est les pays nucléaires ne jouent pas le jeu pour aller vers un monde sans armes nucléaires. En fait, cette situation les arrange. Et ça leur donne une position particulière dans le monde. Ils sont censés aller vers un monde sans armes nucléaires, comme nous tous ici sommes engagés. Et alors parfois on évoque l'article 6 du TNP qui ne dit pas exactement cela, mais ce n'est pas le sujet juste à présent. Mais il y a cette idée que cette situation va perdurer parce que les États nucléaires n'ont pas trop intérêt à ce que ça bouge. Et évidemment, le clivage est de plus en plus fort autour de cette question. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez des pays et des éléments de la société civile qui disent qu'il faut les forcer à désarmer, et pour cela, par exemple, utiliser des moyens juridiques du type traité d'interdiction des armes nucléaires, versus les autres qui vous disent le désarmement, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est toujours à la hausse ou à la baisse, les arsenaux sont toujours à la hausse ou à la baisse, ainsi que les doctrines, des résultats d'un contexte géostratégique. Et le désarmement est la conséquence d'une amélioration du contexte stratégique et permet la signature de traités, mais jamais le contraire. Ce n'est pas le traité qui fait le contexte stratégique, c'est le contexte stratégique qui permet le traité. Et donc l'approche strictement juridique pour forcer les États nucléaires à bouger est en fait vaine par elle-même. Le troisième élément sur l'ordre nucléaire, c'est cet argument qui consiste à dire non seulement les États nucléaires se satisfont de la situation, mais en plus ils en abusent. C'est le côté l'arme nucléaire nous donne une impunité dont les pays nucléaires ont tendance à abuser. Lorsque la Russie envahit la Crimée et un morceau de l'Ukraine en violation du droit international, lorsque la Chine essaye de maîtriser la mer de Chine en violation du droit international, au fond, ils peuvent le faire parce qu'ils ont un sentiment d'impunité en retour. Personne ne va attaquer Moscou directement ou Pékin directement à cause de cela. L'argument avait même été à un moment utilisé contre la France dans l'affaire libyenne. Et donc c'est un élément qui doit être pris en compte à ce niveau-là. Enfin, j'en ai parlé, l'argument moral et l'argument éthique que l'on peut mettre aussi dans cet ordre du monde, mais pas seulement. Tout à l'heure, il a été évoqué par Chaim Corsia, le grand rabbin, ainsi que par Monseigneur évêque aux armées,
Mais ils ont surtout parlé de la morale de l'utilisation de la bombe, qui est effectivement un acte sans doute immoral, sauf dans des cas très très particuliers. Mais ils n'ont pas parlé de la morale de la dissuasion. La morale de la dissuasion, ça se pose de façon assez différente, parce que c'est l'idée que c'est la morale de quelque chose qui doit empêcher la guerre. Et donc, comment ça peut se poser? On n'a pas trop le temps là d'aborder le débat, mais on pourra le faire dans le débat. Ça pourrait se poser sous la forme, au fond, pour maintenir la paix, est-il moral de menacer quelqu'un d'un acte immoral, qui est une question très, très difficile que Haïm Corsia a posée de façon presque familiale tout à l'heure. Et puis, il a été abordé aussi tout à l'heure la question éthique par Monseigneur de Romanet, et c'était d'ailleurs intéressant parce qu'il l'a fait porter à partir de ce débat cher aux protestants et à Max Weber et à Raymond Aron sur l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. Mais là aussi, il a parlé de l'éthique de l'utilisation de la bombe. Or, l'éthique de la conviction, c'est quoi par rapport à l'utilisation de la bombe? C'est je ne dois pas utiliser, ma conviction, c'est qu'il ne faut pas utiliser l'arme nucléaire. Mais ma responsabilité, en termes éthiques et pas morales, c'est je peux l'utiliser si elle me permet d'éviter un nombre supérieur de morts. C'était l'argument de Churchill, qui disait Hiroshima et Nagasaki, 200 000 morts, ça a permis d'éviter 1 million de morts. Ce que beaucoup ont contesté après, et beaucoup d'historiens, en disant c'est pas vrai, le Japon était à genoux, la guerre se serait terminée de toute façon, et donc en aucune façon il fallait utiliser la guerre. À côté de l'éthique de l'utilisation, vous avez l'éthique de la dissuasion, qui est complètement différente, bien entendu. C'est, en termes de conviction, c'est je ne dois pas utiliser la bombe, et la plupart des chefs d'État et de gouvernement sont évidemment pour un monde sans armes nucléaires, mais l'éthique de la responsabilité consiste à dire tant que je n'ai pas un système de sécurité collective qui me paraît aussi performant pour éviter le retour des guerres mondiales et des grandes guerres et me protéger, eh bien, je ne lâche pas la proie pour l'ombre et donc je ne vais pas signer un traité, etc. Je préfère garder un système dont j'ai l'idée qu'il peut me protéger au cas où, mais en tout cas, c'est parce que c'est ma responsabilité, même si ma conviction serait d'aller vers un monde sans armes nucléaires le plus vite possible. C'est par exemple l'argument que vient d'utiliser la Suisse pour ne pas signer le traité d'interdiction des armes nucléaires. Pour terminer, un peu de prospective. Qu'est-ce qui va évoluer dans les mois et les années qui viennent et qu'il nous faut surveiller? 4 choses. La première, c'est que après 30 ans de mondialisation sans frontières, circulation des hommes et des capitaux, et puis la fin de l'histoire, c'est-à-dire la démocratie et le marché vont envahir le monde, eh bien, nous vivons aujourd'hui la fin de l'histoire, c'est-à-dire le retour des frontières, des murs, des barbelés et des rapports de puissance. Et ça change tout. Car ça modifie 2 choses fondamentalement. 1, les architectures de sécurité et de défense qui ont été prévues après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après la fin de la guerre froide. Elles ne fonctionnent plus. Et je crois que Corentin va en parler tout à l'heure pour ce qui est de l'architecture européenne de sécurité et de défense qu'il faut entièrement arriver à repenser. Le deuxième élément qui est apparu et qui va se poser, à mon avis, de plus en plus, c'est la question de la pérennité des alliances. Et évidemment de l'Alliance Atlantique en premier lieu. Car Trump a pris la responsabilité, on pourrait dire historique, d'introduire le doute dans l'Alliance Atlantique, y compris dans l'automaticité de l'application de l'article 5. À partir de là, évidemment, les pays confrontés à ce doute se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, par exemple, pour l'Europe, vous avez, on en a parlé déjà ce matin, mais pour simplifier, 2 grands types de réactions. Ceux qui considèrent qu'il faut se rapprocher des Américains, ce sont généralement ceux qui ont déjà eu les chars soviétiques chez eux et qui disent « Ouh là là, nous on sait ce que c'est, donc il va falloir coller aux Américains face à cette nouvelle donne », et ceux qui considèrent que face aux doutes introduits dans l'Alliance, eh bien, il est temps de réfléchir à un certain nombre d'éléments d'autonomie européenne et de pensée européenne. Et en fait, c'est en train, d'une certaine façon, de cliver les alliés, et c'est ce qu'on a encore vu, même si la réunion ne s'est pas si mal passée que ça, lors de la dernière ministérielle de l'Alliance Atlantique il y a 3 jours. Donc là, il y a une réflexion sur les alliances. Troisième élément, la question de la prolifération. Nous vivons depuis longtemps 2 grandes crises de prolifération,
la crise coréenne et la crise iranienne qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui interrogent sur la capacité de la communauté internationale à freiner ou à stopper la prolifération. L'enjeu est absolument considérable, car si nous n'y arrivons pas, nous prenons des risques non seulement de déstabilisation régionale et mondiale, voire même de guerre, mais surtout de ce qu'on appelle les cascades de prolifération. À partir du moment où, par exemple, l'Iran aurait accédé à la bombe, d'autres pays ont déjà dit que dans ce cas-là, ils souhaiteraient s'en doter aussi. Donc on voit que là, il y a un risque à ne pas maîtriser la prolifération. Pour le moment, le problème est finalement assez bien tenu, mais l'avenir est assez incertain et il faut absolument être sûr de ce que l'on fait dans ces domaines. Enfin, dernière chose, c'est les changements de la technologie, les révolutions technologiques, on en a parlé ce matin, et l'arrivée dans le cyberespace de l'intelligence artificielle. Alors, tout le monde commence à travailler sur intelligence artificielle et dissuasion à tous les niveaux. Au niveau technique, comment ça impacte la technologie elle-même de l'actuelle dissuasion. La question d'une dissuasion cyber, à laquelle il faut travailler, avec beaucoup qui ont des doutes, dont moi-même, mais la question de savoir si le cyber peut dissuader quelqu'un de faire un acte ou pas, quel qu'il soit, et la question de savoir si le cyber peut dissuader le cyber. C'est « tu ne viens pas toucher à mes installations vitales parce qu'autrement je te paralyse ton pays ». Est-ce que c'est une dissuasion qui peut marcher? Je ne pense pas, mais en tout cas il y a des éléments de réflexion qui doivent être mis en place sur ce sujet. Enfin, et en dernière conclusion, je dirais que, à mon avis, et parce que je parle depuis le début en mon nom et pas en celui du Quai d'Orsay, bien évidemment, dans cette enceinte, l'ordre nucléaire n'est pas prêt de disparaître. Il évolue en permanence parce que cette espèce de tectonique des puissances que l'on observe à l'heure actuelle, qu'à ce stade, il ne me paraît pas crédible de penser qu'il y a un modèle alternatif de sécurité collective. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je considère que la dissuasion reste à la sécurité, ce que la démocratie reste à la politique, le pire système à l'exception de tous les autres. Je vous remercie. Merci Éric Danon pour ce beau cadrage théorique qui nous permet de rentrer parfaitement dans le sujet. Je cède la place à Corentin Brusselin, qui est le monsieur stratégie et le monsieur nucléaire de l'IFRI. Un des monsieur stratégie, mais en tout état de cause, le monsieur nucléaire de l'IFRI. En termes de rapport de force, une fois qu'on a fait ce grand cadrage théorique, est-ce qu'on peut rentrer justement la Corée, l'Iran, la Russie, les États-Unis, parce que peut-être que tous, d'une certaine façon, contestent l'ordre nucléaire préalable. Alors, je ne vais pas parler de tout ça, mais c'était une très bonne transition. Merci, Olivier. Merci d'abord au CSFRS de son invitation. Je suis très heureux d'être ici. Comme Olivier l'a dit, Éric l'a dit, l'ordre nucléaire, ce n'est pas simplement la non-prolifération, ce n'est pas simplement le désarmement, c'est tout un édifice assez compréhensif, assez complet de normes juridiques, de normes diplomatiques et politiques, parfois même de normes doctrinales et comportementales qui ont pour ambition de limiter les risques inhérents à l'âge nucléaire, les risques d'emploi d'armes nucléaires, notamment les risques d'emploi accidentels ou précipités d'armes nucléaires, mais aussi les risques de prolifération, et que ce soit par le biais de traités ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Le point sur lequel je me concentrerai, moi, c'est la contestation de l'ordre nucléaire par l'intérieur même de l'ordre nucléaire. C'est-à-dire qu'on pense souvent, quand on pense contestation du nucléaire, on pense à la contestation de la dissuasion, à la contestation de la légitimité des postures, etc. Ce qui est intéressant et peut-être tragique, c'est qu'on voit même au sein du P5 une propension, et notamment du côté américain et soviétique ou russe plus tard, on a vu assez vite une propension à saboter et à détricoter, ce que disait Céline Jorgensen ce matin, à détricoter l'ordre qu'on a nous-mêmes construit pour notre propre sécurité. Donc, c'est un point qui me semble assez important en complément des regards qui seront portés ensuite par Jean-Marie Collin et Tiffaine de Chanchenel sur un autre biais. Donc ce sur quoi je me concentrerai, c'est le sort de la maîtrise des armements aujourd'hui dans une ère de compétition stratégique renouvelée.
Déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'architecture de maîtrise des armements? Céline en a parlé ce matin. C'est quand même un ensemble assez hétérogène, mais assez complet, qui a été mis en place, on va dire, entre 72 et le 91 pour les plus grands jalons, qui avait pour objectif, comme je l'ai dit, de limiter la course aux armements, qui avait pour objectif d'accroître la transparence et la confiance, la prévisibilité aussi des trajectoires capacitaires des puissances nucléaires, et en particulier à un niveau bilatéral entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, puis la Russie. L'ambition, c'était de créer une forme de prévisibilité et donc de stabilité. Donc c'est une architecture, comme je l'ai dit, qui était assez complète. On voyait des éléments, des contraintes pesant sur des capacités défensives, avec le traité ABM de 1972, qui a été mentionné, avec des capacités contraintes au niveau des armements stratégiques, que ce soit le traité SALT, le traité START, les systèmes de portée intermédiaire, le traité FNI, mais aussi le conventionnel, avec le traité en Europe sur les forces conventionnelles en Europe ou le document de Vienne sur la transparence. Il y a un domaine qui n'a pas fait l'objet de maîtrise des armements au sens formel, bilatéral, qui est les armes nucléaires non stratégiques, qui a également été mentionné et qui suscite beaucoup de craintes du côté de l'OTAN en particulier, mais qui a quand même fait l'objet de maîtrise des armements, il ne faut pas l'oublier, à l'issue immédiate de la guerre froide, à travers les initiatives nucléaires présidentielles prises par George Bush père et par Gorbatchev, puis Helsinki. L'un des grands manques, évidemment, de cet édifice, c'est l'absence de la Chine, qui, à l'époque, posait une menace militaire bien moins conséquente qu'elle ne le fait aujourd'hui du point de vue américain. Et la condition d'efficacité de cet édifice, c'était évidemment le fait de passer de mesures de vérification qui reposaient non seulement sur les moyens de vérification nationaux, c'est-à-dire vous avez des satellites qui survolent les bases de l'adversaire et vous pouvez regarder, essayer de compter les silos, vous pouvez compter le nombre de bombardiers, parce que c'est difficile de cacher les bombardiers. Vous pouvez compter ce genre de choses, vous pouvez vérifier par vos propres moyens, mais l'arms control de la fin des années 80, la nouveauté qui était particulièrement précieuse et qui l'est toujours aujourd'hui, c'était les dispositifs de vérification extrêmement poussés, extrêmement robustes, intrusifs, qui perdurent encore à ce jour dans certaines capacités et à travers le traité New START. Cette architecture-là, ça a été dit, elle est aujourd'hui en crise. Elle est en crise, mais c'est une crise qui ne date ni de Donald Trump, ni même de l'annexion de la Crimée par la Russie. On peut penser notamment à la décision américaine de se retirer du traité ABM fin 2001. On peut penser à l'attitude russe vis-à-vis du traité sur les forces conventionnelles en Europe, qui ne date pas du tout de l'Ukraine, qui date plutôt du milieu des années 2000 et de son rapport à son flanc sud. Mais même cette crise de l'arms control, elle était palpable dès les négociations du traité New START en 2009-2010, où on aboutit difficilement à un traité qui aboutit à des réductions extrêmement faibles du nombre réel de têtes, mais qui a le mérite fondamental de maintenir un dispositif de vérification, c'est-à-dire de permettre aux Russes et aux Américains de se surveiller réciproquement certaines capacités, les capacités nucléaires stratégiques. Le fond du problème et le fond de cette crise, c'est que l'arms control survient quand les parties au traité y voient un intérêt, évidemment. C'est-à-dire quand la compétition dans un secteur paraît vaine, quand elle paraît contre-productive, quand elle paraît trop dangereuse, ou quand on perçoit une opportunité pour bloquer un progrès, un domaine de progression de l'adversaire dans lequel on est peut-être désavantagé, ou on anticipe ce désavantage. Donc c'est l'idée de réussir à faire des concessions et d'échanger des concessions sur des domaines afin de canaliser cette compétition. Or, donc c'est un édifice, c'est une architecture qui résiste plus ou moins bien au temps qui passe, au changement du rapport de force, qui résiste plus ou moins bien aux innovations technologiques et aussi au changement des priorités stratégiques. Quand les États-Unis sortent du traité ABM en 2001-2002, le but, c'est évidemment pas de se préoccuper, de se doter d'une défense antimissile visant les forces stratégiques russes, et quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas que stratégiques. La priorité, souvenez-vous, et si vous ne vous souvenez pas parce que vous êtes trop jeune, documentez-vous, la priorité, c'est évidemment les rogue states. C'était le discours sur l'axe du mal, etc. Donc les priorités changent.
les priorités changent et les États, partis, soudainement considèrent que ces contraintes sont injustifiées, qu'elles sont handicapantes pour les vrais défis qui se posent pour la suite. Et on retrouve ces arguments extrêmement présents sur le FMI aujourd'hui. Le problème, c'est pas en tant que tel surprenant comme tendance, c'est-à-dire que vous avez un rapport de force qui change, des innovations qui changent et qui se retrouvent peut-être en décalage avec l'état des choses tel qu'il était au moment de la signature des traités. Ce n'est pas forcément surprenant, mais c'est évidemment problématique sur un angle, sous l'angle de la sécurité, et particulièrement de la sécurité européenne. Et le problème, c'est que quand on se débarrasse des traités au moment où ça va bien, on est bien démuni au moment où la crise ressurvient. Et c'est ce qui se passe depuis quelques années. On voit une accélération de cette tendance depuis 2014 en particulier, avec une propension russe à soit violer des traités de maîtrise des armements, soit les contourner ou les vider de leur substance, notamment pour ce qui relève de la transparence, au niveau conventionnel par exemple, afin de recréer de l'opacité, afin de recréer de l'ambiguïté en pleine complémentarité avec le reste de leur posture nucléaire, pour le moins ambiguë et misant sur l'intimidation. Mais du côté américain, on a des problématiques différentes, mais également préoccupantes. On a cette vision qui devient dominante, qu'on est entré dans une ère de compétition stratégique entre grandes puissances, mais qu'on peut la gagner. Mais que les États-Unis sont en bonne position pour parvenir à prendre un avantage, à conserver un avantage sur les autres grandes puissances, pas nécessairement dans tous les domaines qu'on évoque aujourd'hui, pas nécessairement dans le domaine du nucléaire, il n'y a pas d'ambition de conserver, d'avoir une supériorité nucléaire du côté américain, mais il y a une ambition d'avoir une supériorité assez nette sur toutes les capacités qui entourent le nucléaire. Et donc il y a ce sentiment aux États-Unis que, quelque part, la meilleure garantie de la protection des États-Unis et de leurs alliés, parce qu'il ne faut pas se leurrer, et il faut quand même le reconnaître également, la plupart des dilemmes qui sont posés aux États-Unis pour la crédibilité de leur dissuasion, ce n'est pas lié à la protection de leur propre territoire, c'est lié à la protection de leurs alliés. C'est là que la difficulté se situe, et c'est là-dessus qu'ils ont des problèmes qui expliquent certaines de leurs évolutions doctrinales. Et on a autre aspect, cette compétition qui prend de nouveaux aspects, de nouvelles dimensions particulièrement préoccupantes. On a mentionné l'espace, le cyber, l'avènement des missiles hyper véloces, le déni d'accès qui bloque certains espaces de manœuvre, l'intelligence artificielle qu'Éric a mentionné à mention, la défense antimissile, etc., les armes à énergie dirigée potentiellement. Toutes ces technologies-là, enfin une grande partie de ces technologies-là, accélèrent potentiellement les dynamiques de crise. C'est-à-dire, ce n'est pas problématique. Le fait d'avoir ces capacités qui se développent en temps de paix, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand survient le temps de crise, c'est-à-dire quand la Russie fait quelque chose en Ukraine, si elle refait quelque chose en Ukraine, et qu'on est dans une posture où chacun peut se tenir en joue de manière extrêmement efficace par des moyens conventionnels de précision très rapides, qui peuvent cibler des cibles critiques très rapidement. C'est une configuration instable. Un autre aspect de la problématique plus récente, c'est évidemment que la Chine est toujours à côté de ce dialogue. Elle est parfaitement dans la compétition, mais elle est en dehors de l'architecture de maîtrise des armements. Donc on a un décalage grandissant qui pose naturellement problème. L'un des problèmes, enfin, c'est que cette architecture de maîtrise des armements, elle est vue rétrospectivement comme un instrument qui n'a de sens que lorsque les choses vont bien, que lorsque les relations politiques sont apaisées. On y repense, on se dit c'est quelque chose d'après-guerre froide, et finalement, on n'est pas aujourd'hui dans une situation où on en a besoin. En vrai, historiquement, l'arms control, ça a toujours été également un moyen de canaliser cette compétition. Ça a été un moyen non pas d'essayer de résoudre les différends en se tenant par la main pour marcher vers un futur lumineux comme la vidéo de Trump et Kim Jong-un pourrait le montrer. Là, c'est ma seule référence à la Corée du Nord, ce sera ça, Olivier. Mais avec plaisir. Donc, le but, c'est pas d'essayer de résoudre les divergences. Le but, c'est d'éloigner les interactions entre des puissances nucléaires qui sont en conflit de volonté, si ce n'est pas un conflit direct, c'est au moins des oppositions, des conflits d'intérêts, éloigner leurs relations, leurs interactions des chemins les plus instables. Donc l'arms control, la maîtrise des armements, c'est un moyen de structurer cette compétition. Et ça implique
nécessairement d'être capable de retenue. Ça implique de faire attention aux craintes de l'autre, y compris si c'est un adversaire, surtout si c'est un adversaire nucléaire. Et donc, ça implique également d'avoir des moyens de vérifier cela, ce qui devient de plus en plus difficile, puisqu'on parle non plus de missiles de 30, 40, 50 tonnes, on parle non plus de sous-marins extrêmement volumineux ou de bombardiers qui mesurent plusieurs dizaines de mètres. On parle aujourd'hui de missiles de croisière facilement dissimulables. C'est vraiment évidemment l'un des problèmes qui se pose avec le FNI, ou qui se pose également, où on parle de systèmes type de déni d'accès qui sont également facilement dissimulables. Donc en théorie, si on regarde les besoins qui existent en termes de maîtrise des armements en Europe en particulier, il y aurait beaucoup à faire. Mais en pratique, ça sera évidemment extrêmement compliqué. Comme je l'ai dit, aux États-Unis, il y a très peu d'appétit aujourd'hui pour des raisons qui sont parfois bonnes, pas forcément d'intérêt personne n'a envie de dépenser du capital politique à Washington pour proposer un deal avec la Russie qui triche sur un certain nombre d'engagements par ailleurs. Donc ce n'est pas particulièrement séduisant. Mais ça peut changer. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter et qui vont se présenter parce que le New Start, ça a été crucial pour que l'administration Obama obtienne du Congrès des financements pour la modernisation de la triade stratégique américaine. Et cette question va être encore plus prégnante maintenant que la Chambre des représentants est passée du côté démocrate. Et on voit déjà un certain nombre de contraintes de représentants démocrates qui disent qu'on ne va pas payer pour tout ce qui est prévu, en particulier sur le système FNI. Bref, on y reviendra peut-être dessus. Même moins. Du côté russe, on a une situation assez paradoxale où dès l'investiture, dès l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il y a une discussion engagée par Vladimir Poutine sur l'opportunité d'étendre, de prolonger New Start, comme le traité le permet, jusqu'à 5 ans, comme cela a été dit. Mais l'ambiguïté, elle réside aussi dans le fait que le discours, il y a un vrai décalage entre cette proposition de Poutine et les systèmes qui ont été exhibés début mars par le même Poutine, qui en fait peuvent être pour certains des systèmes de frappe en second, pas tous, parce que l'hypersonique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit André, parce que les capacités de planeur hypersonique pour la frappe en second, ce n'est pas nécessairement le premier objectif auquel on pense. Mais ce qui est certain, c'est que ces systèmes ne seraient pas couverts et ne sont pas couverts par New Start. Donc, on peut imaginer que derrière ça, il y a l'ambition russe de forcer les Américains à engager des négociations plus larges, c'est-à-dire engager des négociations sur le conventionnel, sur l'hypersonique, sur les missiles de croisière un peu exotiques, peut-être, mais ce que ça va peut-être faire aussi, c'est achever de convaincre les États-Unis qu'il n'y a pas d'intérêt à renouveler et à prolonger New Start, puisqu'il ne permet pas de garder un œil sur les nouveaux systèmes russes. Je conclurai en faisant écho à l'appel qui a été fait par Céline Jorgensen tout à l'heure. Il faut qu'on réfléchisse en tant qu'Européens, il faut qu'on se questionne au sein de l'Europe, au sein de l'OTAN, sur ce que sont nos besoins, sur ce que sont nos domaines de crainte les plus prégnants, mais aussi quelles pourraient être les choses sur lesquelles on serait prêt à transiger aussi si l'on souhaite obtenir des concessions de la part de la Russie. Et surtout, la condition pour que ça puisse fonctionner, c'est évidemment de donner une motivation supplémentaire à la Russie pour entrer dans ce type de processus. Une motivation supplémentaire à la Russie, c'est commencer par lui donner l'impression que négocier, c'est dans son intérêt. Et c'est dans son intérêt, pour faire naître cette perception du côté russe que c'est dans leur intérêt de négocier. Il n'y a pas d'autre option, à mon sens, de continuer à renforcer la posture, à renforcer les capacités militaires de l'OTAN dont nous disposons. Merci. Merci, Corentin. Alors, merci, Corentin. Donc, après la contestation de l'ordre par l'ordre, c'est-à-dire par les participants à l'ordre, j'imagine qu'il va y avoir la constitution de l'ordre nucléaire proprement dit. C'est pour ça que nous allons donner la parole à Jean-Marie Collin, qui est Monsieur ICANN France. Vous allez probablement nous expliquer ce que c'est que l'ICANN, et qui est réellement chercheur associé au GRIP. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. 15 minutes. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un réel plaisir et je vois que nos différentes interventions dans ce panel se complètent parfaitement entre les deux premières interventions.
Avant de débuter à ICANN, c'est donc la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires qui existe depuis 2007, qui existe dans une centaine d'États, qui regroupe à peu près 500 ONG à travers la planète et qui a eu l'immense honneur de recevoir le prix Nobel de la paix en décembre 2017 et dont je représente avec différentes autres personnes en France cette organisation en France. Et effectivement, je suis vraiment chercheur associé au GRIP, donc un think tank qui est basé à Bruxelles. Et donc mon intervention portera principalement sur le TNP, l'initiative humanitaire et donc le traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, dont on a commencé à parler depuis différentes reprises depuis ce matin. Il y a donc quelque chose finalement qui se nomme l'ordre nucléaire. Un ordre qui a pris forme en 1945, qui a évolué avec l'arrivée de différents États possédant l'arme nucléaire, avec la prolifération nucléaire, et qui est différent selon le point de vue des États qui possèdent l'arme nucléaire. Ce qui est certain, c'est que cet ordre est fondé sur l'équilibre de la terreur. Autrement dit, sur le pari que personne n'emploiera en premier l'arme nucléaire. La question reste donc en suspens de façon permanente. Pendant combien de temps ce pari est-il tenable avant que l'on tombe de notre équilibre? Seconde certitude, cet ordre est toujours confronté à la réalité de ce que sont les armes nucléaires. Une réalité exprimée par Marcel Junot, médecin à Hiroshima du CICR, en septembre 1945. Une réalité rappelée et approfondie par le CICR lors des 3 grandes conférences intergouvernementales de 2013 et 2014 à Oslo, à Nayarit et à Vienne sur l'impact humanitaire des armes nucléaires. Une réalité dont les acteurs politiques et militaires savent bien qu'elle est en opposition complète avec l'application et le respect du droit international humanitaire. Troisième certitude, cet ordre nucléaire est principalement fondé sur le traité de non-prolifération nucléaire. Un traité qui repose sur la division, puisqu'il crée 2 types d'États, même si le TNP constitue bien évidemment la pierre angulaire de ce régime de non-prolifération et qu'il est aussi partie intégrante finalement d'une mosaïque de traités qui codifie les armes nucléaires. Mosaïque dont Corentin a énuméré quelques traités et qui intègre, je vais rajouter, principalement en fait, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TICE, qui, bien qu'il n'est pas encore pleinement en vigueur, est considéré comme une norme active, du fait notamment de son organisation, l'OTIS, qui assure un regard sur la réalité ou pas d'essais nucléaires à travers le monde, et puis bien sûr sur le dernier né des traités, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Chacun de ces traités, dans cette mosaïque, fonctionne indépendamment, chacun ayant sa propre organisation, mais chacun se soutiennent et se complètent, pour assurer justement une stabilité dans l'objectif de mettre un terme à l'insécurité créée du fait de l'existence de ces armes nucléaires depuis 1945. Si on se concentre sur le TNP, celui-ci se repose sur l'équilibre et la mise en œuvre de ces 3 principaux piliers, qui sont donc le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléaire et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Je laisse de côté ce dernier pilier, celui-ci n'étant pas remis en cause. Et je vais m'axer donc sur les 2 autres. La non-prolifération ne peut évidemment être dissociée du désarmement nucléaire, puisque ce sont en effet les 2 faces d'une même pièce de monnaie qui se renforcent et se complètent mutuellement. La première phase, donc la non-prolifération, peut être qualifiée de succès, finalement, au vu du faible nombre d'États qui ont acquis la bombe depuis 1970, et au vu finalement du grand nombre d'États qui ont renoncé, volontairement ou involontairement, on les a un peu forcés, à ne pas acquérir l'arsenal nucléaire, à peu près une dizaine. Mais pour renforcer la non-prolifération, pour rassurer encore que la non-prolifération fonctionne et persiste et continue, il est vital d'assurer justement le désarmement nucléaire. Et c'est là, en fait, aujourd'hui que se trouve cette fragilisation de l'ordre nucléaire instauré par le TNP. On assiste en effet, comme le souligne le dernier rapport des parlementaires Fanget et Lecoq sur les 50 ans du TNP, de la part des puissances nucléaires, à un effort de renouvellement de leurs arsenaux nucléaires. Si on s'arrête sur le cas de la France, la loi de programmation militaire 2019-2025 qui vient d'être votée au mois de juillet dernier lance un vaste mouvement de modernisation et de renouvellement de l'ensemble des composantes nucléaires qui se terminera selon des documents publics vers 2048 et qui se traduit en termes financiers par une première hausse budgétaire de 60% par rapport à la LPM précédente. Cette nouvelle course aux arsenaux nucléaires, qui n'est non pas en termes de nombre, mais plus en termes de qualitatif, on est dans une nouvelle course, est donc lancée par le P5 qui est donc en contradiction totale avec les multiples mesures prises par consensus lors des différentes conférences d'examen du TNP, principalement 1995, 2000 et 2010,
et qui comptent en termes de mesures, par exemple, leur engagement sans équivoque à parvenir à l'élimination complète de leurs armes nucléaires, ou encore la réduction du rôle et de l'importance des armes nucléaires dans tous les concepts, doctrines et politiques militaires de sécurité. Des mesures prises sur ces 3 périodes, 95, 2000 et 2010, qui, on le voit bien aujourd'hui, ne sont pas mises en œuvre. Personne ne nie qu'il y a une diminution des arsenaux nucléaires, bien évidemment, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté. Et il ne faut pas se méprendre, si le reste des États membres du TNP, donc 186, ont des obligations sur la mise en œuvre du désarmement nucléaire et sur la lutte contre la prolifération nucléaire, ce sont bien les 5 puissances nucléaires reconnues par le TNP qui détenaient la capacité de conserver cet ordre nucléaire en mettant en œuvre justement de bonne foi leurs différentes obligations. Cette absence de bonne foi a clairement engendré l'échec de la dernière conférence du TNP de 2015 et a donc renforcé la fin de cet ordre nucléaire. Face à la réalité de la détérioration de cet ordre nucléaire et de cette bonne foi depuis 2010, un groupe d'États, devenu au fil du temps la majorité des États du monde, préoccupés par les risques qui découlent de l'existence des armes nucléaires, ont décidé de mieux comprendre et d'étudier les conséquences humanitaires de la détonation volontaire ou non d'armes nucléaires. Ceci s'est matérialisé, je l'ai énuméré au tout départ, par 3 conférences intergouvernementales, mais aussi 2 groupes de travail au sein de l'ONU et plusieurs dizaines de résolutions. La campagne ICAN, présente aujourd'hui dans plus d'une centaine d'États, s'est inscrite largement dans cette démarche qui est aujourd'hui appelée l'initiative humanitaire. Et c'est sur la base, et uniquement sur la base des conclusions du dernier groupe de travail, donc en 2016, septembre 2016, qu'une majorité d'États s'est déclarée favorable à l'idée d'entamer dès 2017 des négociations qui seraient ouvertes à tous, États, organisations internationales et ONG, et qui porteraient sur la création d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination totale. La négociation de ce qui se nomme désormais donc l'OTAN a sans doute été perçue comme le signe d'une contestation de l'ordre nucléaire, à en lire les différentes déclarations communes réalisées par le P5 ces 18 derniers mois. Communes. Et j'ouvre à ce titre une parenthèse, ou plutôt une interrogation sur ces attitudes communes, ces protestations communes devant la création d'un traité interdisant une arme de destruction massive, alors même que chacun des États se sait menacé par les armes des autres. Le TAN a donc été adopté à l'ONU le 7 juillet 2017, où une voix est égale à un vote par 122 États, soit l'écrasante majorité de ces États membres. Depuis l'ouverture à la signature le 20 septembre 2017, le traité a été signé par 69 États. Il dispose aujourd'hui de 20 ratifications. À ce titre, le Saint-Siège, c'est important de le souligner suite à l'intervention de ce matin, l'Afrique du Sud, le Mexique ou encore la Nouvelle-Zélande, et quelques autres. Il faut donc 50 ratifications pour son entrée en vigueur, et nous savons que nous devrions atteindre les 30 manquantes d'ici la fin de l'année 2019 pour une entrée en vigueur donc en 2020. Le TIAN vient remettre de l'ordre dans l'univers des armes de destruction massive, car seules les armes biologiques et chimiques étaient aujourd'hui finalement totalement interdites, et non l'arme la plus destructrice jamais créée. Le TIAN s'inscrit dans le cadre de l'article 6 du TNP et vient ainsi combler un vide juridique existant pour faire entrer les armes nucléaires dans un ordre juridique qui s'appuie sur la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, les droits de l'homme. Alors vous me comprendrez qu'il est compliqué en quelques minutes de rentrer précisément dans le cœur du traité, mais je veux parmi les principales notions de ce traité vous indiquer, ouais, ça devrait rouler, que les interdictions mises en place, la principale dans l'article 1, outre bien sûr l'interdiction d'emploi, il y a l'interdiction de la menace d'emploi, donc de la politique même de dissuasion nucléaire. Je voudrais aussi rassurer que nous sommes bien en présence d'un traité qui s'appuie, reconnaît et renforce le TNP, comme le TICE. L'incompatibilité trop souvent écrite n'existe pas, et ce n'est pas une prise de position, mais simplement une lecture attentive du traité, tout comme une volonté claire des États qui l'ont négocié. De même, le standard de vérification est certes pas le plus élevé qui est demandé, mais c'est le même qui est demandé à l'instar du TNP. Et on voit bien qu'un certain nombre d'États qui ont signé et ratifié le TNP s'engagent aussi à signer et ratifier, à se doter du protocole additionnel. Je pense notamment à la Thaïlande qui vient de le réaliser et l'Algérie qui est aussi dans cette démarche. Je finis. Et rapidement, sur le futur lien qui concerne le TIAN et le futur traité d'interdiction de production de matières fissiles, puisqu'il faut espérer que ce traité existe. Ces deux traités seront complémentaires et la future organisation qui naîtra du TIPMF assurera la vérification du respect de la non-production de ces matières. Mieux, si ce traité accepte et adopte la recommandation faite par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale,
qui est d'incorporer la destruction progressive des stocks, alors ce futur traité ne sera pas seulement un traité de non-prolifération, mais sera aussi véritablement un instrument de désarmement nucléaire. Avant-dernier point, nous ne sommes pas face non plus à un pacte Briand-Kellogg du XXIe siècle, comme il a pu être parfois énoncé. C'est une lecture beaucoup trop simpliste. Ce traité, à la différence du pacte de 1928, ne s'appuie pas sur une démarche volontaire, et il est bien contraignant à travers, par exemple, ses obligations énumérées à l'article 1 de l'interdiction, ou encore les articles 6, 7 qui portent sur les obligations positives, comme l'assistance aux victimes, la remise en état de l'environnement, ou encore l'article 4. Pour conclure, il ne faut pas être naïf. La problématique de l'arme nucléaire prendra fin soit par son utilisation, et à ce moment-là, nous serons dans un désordre mondial créé par un ordre nucléaire, soit car cette arme aura été éliminée, et alors nous sortirons de cet ordre nucléaire fondé sur l'insécurité. Je vous remercie et j'écouterai vos questions avec bonheur. Merci. Merci Jean-Marie Collin. Donc le Tian, ce n'est pas seulement un plat provençal, nous le savons maintenant, c'est autre chose. Et donc nous cédons la parole au capitaine de frégate de Chanchenel, qui est d'abord chercheur à l'ICEM et qui conduit une thèse de doctorat en sciences politiques justement sur cette question du Tian et des initiatives humanitaires. Nous vous écoutons pour 15 minutes. Voilà. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement et vous dire que je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi, de reconnaître certains visages et d'en découvrir de nouveaux. Je dois préciser avant de commencer que je m'exprime à titre personnel en tant que chercheuse et que mes propos ne sauraient refléter les vues la position officielle du ministère. Alors, je vais concentrer ma présentation sur la dimension politique de la contestation de l'ordre nucléaire, et donc en particulier ce tout récent traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. Donc, durant ma présentation, je vais utiliser l'acronyme TIAN pour le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Je voudrais vous parler du TIAN parce que il me semble qu'il s'agit d'une contestation politique à plusieurs titres. Et s'il s'agit d'une contestation politique, cela explique en grande partie pourquoi le TIAN n'est pas un instrument de sécurité, n'est pas un instrument de désarmement, mais donc l'expression d'une contestation politique. Alors, dans les 10 minutes, c'est 10 minutes, c'est bien ça, qui me... Ah, 15. Ah, alors je vais peut-être ajouter quelques arguments. Donc, je vais aborder successivement, dans ce cas, 3 points. Le premier point, le TIAN, alors évidemment ça va s'inscrire dans le prolongement des présentations précédentes, et en particulier il y aura quelques échos avec la présentation de Jean-Marie. Nous avons l'habitude, presque un numéro répété de pour ou contre le TIAN, je suis plutôt contre. Voilà, donc je vais quand même reprendre certains éléments que vous avez déjà entendus, mais peut-être dans une perspective un peu différente. Bon. Donc, premier point, le TIAN s'enracine dans une contestation politique de l'ordre nucléaire qui est fondée par le TNP. Deuxième point, si le TIAN poursuit sa logique, alors quand je parle du TIAN, c'est plus largement la campagne qui soutient le TIAN, c'est évidemment pas le traité, l'instrument juridique. Donc si la campagne humanitaire poursuit la logique du TIAN jusqu'au bout, alors on pourrait arriver à un ordre nucléaire qui serait vraiment très différent de celui d'aujourd'hui et qui n'est pas vraiment souhaitable, qui ne serait pas gage de davantage de sécurité, mais au contraire engendrerait une situation fortement déstabilisante. Alors, troisième point, le TIAN résulte d'une contestation non seulement de l'ordre contestation politique de l'ordre nucléaire fondé par le TNP, mais une contestation politique de l'ordre juridique. Et l'objectif du traité d'interdiction, c'est la stigmatisation des États possesseurs de l'arme nucléaire. Créer un instrument juridique comme base d'une campagne, malheureusement, risque d'endommager l'édifice juridique existant. J'y reviendrai. Donc voilà mes 3 points. Alors je sais que Jean-Marie a
déjà donné quelques informations sur la fabrique du traité d'interdiction des armes nucléaires. Je vais y revenir vraiment très rapidement, mais parce que je préfère poser les bases plutôt que perdre certaines personnes en route, surtout que vous avez déjà entendu pas mal de présentations, donc on a un petit peu mal à la tête au bout d'une journée. Donc j'aurai 3 points. D'abord, le texte du traité donc, a été adopté en juillet 2017. C'est bien le texte du traité qui a été adopté. Ensuite, le traité a été ouvert à la signature. Le texte a été approuvé par 122 États. Mais le reste des États du monde n'a pas voté pour ce texte, et ça représente quand même 38%. Le traité, deuxième point, est le résultat donc d'une campagne, la campagne humanitaire, sur les armes nucléaires. Cette campagne s'est appuyée sur des événements très visibles, d'autres moins visibles, mais je vais m'attarder plutôt sur les événements visibles. Il s'agit principalement de 3 conférences qui se sont succédées entre 2013 et 2014. Donc la première conférence a été organisée à Oslo en mars 2013, donc sur le thème des conséquences humanitaires de l'arme nucléaire, avec un angle assez concret qui consistait à considérer quelles seraient les conséquences d'une détonation de l'arme nucléaire. On parle moins d'un emploi que d'une détonation dans le cadre de la campagne, puisque la campagne cherche à insister sur le fait qu'il pourrait y avoir un emploi accidentel et qu'on ne serait pas forcément dans le cadre d'un conflit. Donc, quelles sont les conséquences possibles d'une détonation et quels sont les remèdes que la communauté internationale, en particulier les organisations internationales chargées de ce type d'activité, quel serait le remède qu'elles pourraient apporter ? Cette conférence arrive à la conclusion que ces organisations ne pourraient pas remédier aux conséquences d'un emploi de l'arme nucléaire. Une deuxième conférence est organisée au Mexique en février 2014. J'ai oublié de surveiller le temps. En février 2014. Et ensuite, une troisième conférence à Vienne en décembre 2014, qui est une conférence décisive, puisqu'un appel est lancé aux États à participer à tous les efforts pour conduire à la stigmatisation et à l'interdiction des armes nucléaires. Donc, grâce à ces conférences internationales qui se sont déroulées en dehors de l'ONU, la campagne a réussi à rallier un soutien suffisant pour pousser l'idée d'un traité d'interdiction des armes nucléaires au sein de l'ONU. Alors, ça a demandé aussi un travail pour intégrer cette campagne et la problématique humanitaire dans les enceintes habituelles de l'ONU. Et je passe les détails de ces quelques années qui sont pourtant passionnantes, mais pour aller à une autre étape décisive qui a été le vote à l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution en 2016 demandant le démarrage de négociations en 2017 sur un traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors, peut-être êtes-vous familier, peut-être pas, des processus d'Ottawa sur les mines antipersonnelles et processus d'Oslo sur les bombes à sous-munitions. La campagne humanitaire s'est grandement inspirée et l'a revendiqué, donc c'est grandement inspiré de ces processus. Et on le voit dans une première manifestation de cette filiation, en quelque sorte, ce sont ces conférences qui se sont déroulées hors ONU. Le fait d'avoir déplacé un sujet qui était traité dans des enceintes officielles habituelles à l'extérieur. Une autre manifestation du fait que cette campagne s'est inspirée des précédentes, c'est le fait que la campagne a cherché à changer la manière dont les États et d'autres acteurs parlaient des armes nucléaires. C'est-à-dire que les armes nucléaires étaient traitées dans une enceinte traitant de sécurité internationale, et l'idée était de ne plus voir les armes nucléaires sous cet aspect et de les considérer uniquement sous l'angle des conséquences humanitaires. L'avantage pour la campagne était finalement de doter aux États dotés et possesseurs d'armes nucléaires un argument pour justifier le maintien de leur dissuasion, qui était que la dissuasion est un outil de sécurité et de stabilité. Dernier point sur cette introduction un peu longue. Non, Jean-Marie l'a déjà dit, il y a 19 ratifications, il en faut 50 pour l'entrée en vigueur. Donc, effectivement, on peut très bien imaginer que les traités entreront en vigueur d'ici quelques années. Alors, j'aborde le point concernant la contestation politique de l'ordre nucléaire qui est fondée par le TNP.
Comme vous le savez, le TNP entre en vigueur en 1970. Il distingue les États dotés et les États non dotés. Les États dotés sont ceux qui ont réalisé un essai nucléaire avant le début des négociations en 1967. Donc il y a 2 catégories d'États. C'est factuel, et l'objectif, c'est de figer une situation pour empêcher la prolifération. La promesse du TNP, c'est un gain de sécurité pour tous les États, pas uniquement pour les États dotés d'armes nucléaires, bien évidemment. Et ce gain de sécurité, il sera apporté par la garantie que les États qui n'ont pas déjà des armes nucléaires ne vont pas en développer. À ce moment-là, le traité est conclu pour une durée de 25 ans. En 1995, donc 25 ans après l'entrée en vigueur, les États se mettent d'accord sur la prorogation indéfinie du traité. Je trouve intéressant de revenir au fait que le traité a d'abord été conclu pour 25 ans, puis prolongé, et cette prorogation n'a pas été évidente parce que des États s'interrogeaient sur le système mis en place par le TNP. Parce que le renoncement des États non dotés, leur engagement à ne pas se doter, va conduire à une frustration de certains d'entre eux pour au moins 2 raisons. D'une part, le TNP n'est pas universel. Certains États refusent la logique du TNP. Donc, l'engagement des États non dotés à ne pas se doter d'armes nucléaires est un engagement qui n'est pas pris de manière universelle, d'où une frustration. Et puis, les États dotés, c'est une évidence, sont dotés. Donc, ces États dotés sont aussi membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui ne va pas ensemble, mais c'est un fait, et on parle bien de puissance nucléaire. Donc, le régime mis en place par le TNP, la différence qui est factuelle entre les États dotés et non dotés, est dénoncée progressivement par des États non dotés, en particulier ceux du mouvement des non-alignés, comme une discrimination. Cela se traduit par des discours qui rappellent ce caractère discriminatoire et puis par une pression qui est mise par les États non dotés sur les États dotés sur le thème du désarmement nucléaire. Cette pression, on le voit, sera dictée par une opposition, par un rejet de l'ordre politique plutôt qu'un rejet de l'arme nucléaire. Et c'est ce point que je voudrais souligner. En fait, la pression que les États non dotés vont mettre sur les États dotés ne répond pas à une peur de l'arme nucléaire, à un rejet de la dissuasion en tant que concept, mais vraiment à un rejet de l'ordre politique nucléaire. Alors, évidemment, il faut relativiser, ce n'est pas seulement un rejet de l'ordre politique nucléaire, mais c'est un facteur très important. Or, la campagne humanitaire qui a conduit au Tian s'est nourrie de cette contestation, et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que la genèse du Tian a un caractère très politique. Alors, j'ai encore un peu le temps de développer mon deuxième point. Le troisième, c'est si quelqu'un pose une question sur le sujet, je pense. Deuxième point, le Tian, s'il poursuit entièrement sa logique, pourrait conduire à une modification de l'ordre nucléaire dans un sens qui n'apporte pas davantage de sécurité, mais à l'inverse, qui pourrait être déstabilisant. La logique du Tian s'inscrit dans une perspective d'une contestation de l'ordre actuel, sans proposer véritablement de construction d'un nouvel ordre nucléaire autre que l'élimination à terme des armes nucléaires. Mais en fait, le traité, je pense que les promoteurs de la campagne le savent bien, l'élimination n'est pas possible demain. Donc le traité a plus vocation à servir de support de la campagne pour la stigmatisation des États possesseurs de l'arme nucléaire, de support de la formation d'une norme à la fois juridique et politique. Alors la possibilité de la formation de cette norme sur le plan juridique est d'autant plus contestable que les États qui sont dotés et possesseurs d'armes nucléaires ne vont pas rejoindre le traité. Donc le traité ne va interdire l'arme nucléaire qu'à ceux qui n'en sont pas dotés. Bon. Sur le plan politique, c'est autre chose. Parce que la méthodologie de la campagne suppose de s'appuyer sur les opinions publiques et sur d'autres processus pour faire pression sur non seulement les États dotés d'armes nucléaires, mais aussi les États dont la sécurité repose sur l'arme nucléaire, bien qu'ils soient non dotés. Je parle en particulier des États qui sont sous ce qu'on appelle le parapluie nucléaire. On le voit dans les travaux préparatoires du Tian, dans les négociations. Les arrangements de partage nucléaire de l'OTAN sont clairement visés.
Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a un article du TIAN qui spécifie, qui vise ces arrangements de partage nucléaire, puisque, comme vous le savez, l'OTAN est une alliance nucléaire et sa dissuasion repose en partie sur ce qu'on appelle donc les arrangements de partage nucléaire avec des États non dotés qui hébergent des armes nucléaires américaines. Et la campagne a évidemment tout intérêt à viser ces États, puisque cette méthodologie de prendre appui sur les opinions publiques pour faire pression aussi via les parlements, évidemment, cette méthodologie, elle va fonctionner beaucoup plus dans les démocraties que dans d'autres systèmes politiques. Alors, là, j'en viens à mon point. Si la campagne poursuit son objectif et réussit, alors on va se retrouver dans une situation où l'OTAN sera affaiblie politiquement, avec des tensions internes nécessairement. Certains États qui auront une pression des opinions publiques plus importante que d'autres, qui seront tentés de faire évoluer leur position ou qui demanderont une évolution de la politique de l'OTAN. Donc une alliance affaiblie politiquement et stratégiquement, parce que si on envisage une fin des arrangements nucléaires et une dégradation un affaiblissement de la dissuasion nucléaire de l'Alliance, alors c'est une véritable remise en cause de l'ordre nucléaire tel qu'il est aujourd'hui et qu'il garantit une certaine stabilité. J'étais prête pour 30 secondes de conclusion. Je vais sortir un peu de l'aspect politique, laisser mon troisième point pour une autre conférence où j'aurai le plaisir de vous retrouver, pour revenir à l'ordre nucléaire dans sa dimension concrète, pour dire que plutôt que de chercher à déconstruire l'ordre nucléaire, qui est certainement imparfait, je pense qu'il faut surtout travailler à le préserver. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de cette situation presque luxueuse dans laquelle on vit, grâce au TNP et à tout l'édifice de maîtrise des armements qu'on essaie de préserver. Et donc je pense qu'il faut se concentrer sur la préservation de ce cadre. Et ça a été mentionné dans le panel précédent. Je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être menées par le biais du dialogue en P5, dans d'autres formats aussi. Je pense qu'il est important d'empêcher la dérive des doctrines pour qu'on reste bien dans un cadre de dissuasion et que même les armes nucléaires dites non stratégiques restent bien dans un cadre d'emploi stratégique. Et donc dont l'emploi ne serait envisagé que dans des circonstances exceptionnelles et qu'on ne dérive pas évidemment vers des logiques d'emploi. Merci. Un mini point, 5 secondes. Consolider aussi, préserver, chérir nos instruments de désarmement multilatéraux et continuer dans cette approche qui est dite étape par étape. Bon, c'est le terme consacré, peu importe. C'est l'idée qu'effectivement, il faut mettre en place d'autres instruments, le traité d'interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires notamment, et réfléchir à la manière dont on peut faire évoluer l'ordre nucléaire vers un monde plus sûr avec les armes nucléaires. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions. Merci, commandant. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre nucléaire, mais bravo aux parties prenantes à ce panel, parce qu'elles ont respecté l'ordre temporel, ce qui est rarissime dans un colloque, parce que ça nous laisse incroyablement plus de 15 minutes pour les questions et les réponses. Une ici, est-ce qu'on peut passer un micro à monsieur, s'il vous plaît ? Est-ce que les autres peuvent lever le doigt, ceux qui ont l'intention de poser une question après ? Une ici et une ici. Merci. Avec toutes les précautions Pouvez-vous vous utiles. présenter ? Oui, bien sûr. Général Jean-Marc Journeau, je m'occupe d'enseignement supérieur depuis que j'ai quitté l'armée de l'air. Avec toutes les précautions, encore une fois, qu'entoure une telle question. Imaginons le jour heureux où le traité d'interdiction des armes nucléaires est signé non pas par 122 pays, mais par tous les pays. 194 ou peut-être plus, parce qu'il risque d'y en avoir plus dans le futur. La période suivante,
est-ce qu'on a l'ambition de faire disparaître la guerre? La guerre va reprendre, surtout qu'il n'y aura plus de dissuasion. Et la guerre va impliquer des grandes puissances. Et ces grandes puissances vont être dans des situations difficiles. Quid de la remontée en puissance de l'arme nucléaire, pour aller jusqu'au bout de votre raisonnement du deuxième point, madame? Quid de la remontée en puissance en période de guerre, en période de haine? Quid de la remontée en puissance de ces armes qui seront inévitablement employées pour éviter un mai 40? Merci. On va prendre une deuxième question et une troisième question, et comme ça, j'espère qu'il y en aura pour tous les panélistes, de façon à ce que tout le monde puisse répondre. Monsieur. Merci, mesdames, messieurs. Yannick Ducrot, IHEDN Lyon. Si je ne le fais pas pour moi, qui le fera? Ma question sera donc, quel est votre avis sur l'opinion que je vais exprimer? Les possesseurs de l'arme nucléaire disent qu'il n'y a pas de dissuasion nucléaire crédible sans souveraineté nationale. Or, les gouvernements français qui se succèdent font le choix politique de dissoudre notre souveraineté politique. La France a-t-elle encore une dissuasion nucléaire crédible? Andrei. Thank you. I'll ask in English. No problem. Okay. So my problem with TPNW is actually that it's also problematically written. So apparently the idea was to make it as abstract as possible, so everybody can join, but it wasn't written in that way. For example, there is a assistance clause, right? You cannot assist in developing weapons. But for example, there is an issue of Marshall Islands, which was a strong proponent, which was very into this issue, but which has an island, Kwajalein, which is being used by the US as a testing ground for its ICBMs, which are nuclear. So Marshall Islands are not joining. Then there is the issue of Kazakhstan, the same issue. Shari-Shagan testing ground in Kazakhstan is being used by Russia as a testing ground. So those issues, and also there is an issue, for example, of transit, right? You cannot transit. Does it include the waters? There is Vietnam issue, Cam Ranh Naval Base. Nuclear submarines are entering there for refueling. Is that still possible? So the question for the panel: Do you think that even these limited obligations are actually screwing the very idea that you can just bring countries in for the purposes of that? Thank you. Merci beaucoup. Jean-Marie Collin et puis les autres. Oui, merci pour les questions. Je répondrai simplement à la première et à la dernière question. Je serai la question de la dissuasion crédible à mes co-panélistes. Tout d'abord, il faut bien comprendre, et nous en sommes tous conscients, nous, membres de la campagne, comme vous tous qui sommes ici, que le désarmement nucléaire va prendre quelques années. Nous cherchons simplement à ce qu'il prenne le moins de temps possible. Et dans le même temps que le TIAN existe et va exister dans les prochains mois, et qu'il existe une architecture internationale de sécurité, dont Corentin a énuméré un certain nombre de traités, et moi aussi j'ai énuméré 2 traités, dont notamment le traité de non-prolifération nucléaire. Et le TIAN et le TNP, plus l'AIEA, qui est donc l'organisation qui est là pour assurer la vérification, l'OTIS, qui est là, l'organisation qui assure la vérification qu'il n'y a pas d'essais nucléaires à travers la planète, sont des organismes qui vont assurer la vérification et le fait qu'il n'y ait plus jamais d'armes nucléaires une fois que celles-ci auront été abandonnées, puisqu'il y aura un ensemble de mécanismes, en plus de ceux existants, qui sont à inventer effectivement. Donc c'est comme ceci qu'on va garantir le fait qu'il n'y aura plus jamais d'armes nucléaires. Et à la limite, imaginons peut-être qu'un État arrive à conserver une seule arme nucléaire. On peut imaginer dans le même temps que certains États vont conserver des puissances conventionnelles extrêmement importantes. Je pense aux États-Unis aujourd'hui, qui ont une capacité de dissuasion conventionnelle extrêmement importante, ont la capacité de venir mettre un terme à ce futur État qui pourrait avoir une seule arme nucléaire, par exemple. Mais là, on est dans du si. Au fait, aujourd'hui, on travaille dans la réalité, dans le fait qu'on vit dans une insécurité stratégique et que nous avons des instruments juridiques, le TNP qui n'est pas pleinement respecté et le TIAN qui va arriver et qui va être mis en œuvre. Sur la question de l'assistance et du transit, oui, effectivement, les sites d'essais américains sur les îles Marshall comme au Kazakhstan
ne pourront plus être utilisées à des fins nucléaires militaires. Alors, il faut comprendre que pour les îles Marshall, les États-Unis mettent une pression extrêmement importante sur les îles Marshall, et c'est la raison pour laquelle les îles Marshall n'ont pas encore rejoint ce traité, puisque clairement, en fait, les États-Unis aujourd'hui disent, par exemple, en termes de mesures, nous ne financerons plus vos étudiants qui viendront aux États-Unis, et ils en ont besoin. Le Kazakhstan est dans une autre démarche. La politique du Kazakhstan en faveur du désarmement nucléaire est extrêmement importante. C'est déjà une zone exempte d'armes nucléaires. Le Kazakhstan a signé le traité d'interdiction des armes nucléaires, a voté en juillet dernier et actuellement est en procédure de ratification et aura ratifié certainement d'ici la fin d'année 2019. Donc, logiquement, la Russie ne pourra plus réaliser d'essais de systèmes qui ont vocation à porter des armes nucléaires au Kazakhstan. Merci. Alors, je vais prolonger, je pense, votre question, parce que finalement, la réponse était déjà dans ma présentation, sur les risques que présente, à mon sens, le TIAN pour l'ordre nucléaire et la paix et la stabilité. Et finalement, je vais rebondir sur ce que tu disais aussi sur l'éventuelle apparition d'un nouvel acteur nucléaire. À mon sens, un problème qui est vraiment le plus important et plus important que la question d'assistance, mais qui est aussi encore un autre point embêtant dans le traité. Le texte du TIAN dit bien que le TIAN prévaut, c'est-à-dire que les obligations prises par ailleurs sont moins importantes que celles du TIAN. Or, le TIAN est moins disant que le TNP s'agissant des garanties de non-prolifération. Je ne rentre pas dans le détail des termes techniques, etc. Mais en gros, les garanties qui seraient contractées via le TIAN permettent d'empêcher un pays de détourner des activités nucléaires civiles à des fins militaires, mais ne l'empêche pas d'avoir un programme clandestin, ce qui est quand même majeur. On a vu avec des crises de prolifération récentes, enfin les crises de prolifération qu'on connaît, que les programmes clandestins, c'est quand même central. Donc, on peut imaginer un État qui n'a pas contracté les garanties suffisantes avec l'AIEA, qui est membre du TNP et du TIAN, qui, pour des motifs politiques, par exemple, décide de se retirer du TNP, mais qui garde une image de vertu parce qu'il est membre du TIAN, qui est quand même l'instrument d'élimination des armes nucléaires, et qui peut développer, donc je me dépêche, qui peut développer un programme nucléaire militaire, tout en étant paré des merveilleuses vertus de la promotion d'un monde sans armes nucléaires. Voilà. Corentin ? Brièvement, bien sûr. Bien sûr. Brièvement, je vais me focaliser sur la deuxième question, sur la dissuasion et la souveraineté. Bon, à mon sens, il n'y a pas de problème à ce jour, au sens où la France, particulièrement en France, d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce qu'on a la dissuasion, on a été, malgré le mouvement d'intégration européenne, très prudent sur la préservation d'une indépendance au niveau industriel, au niveau opérationnel, au niveau politique, évidemment. Ouais, il y a toute une sphère de capacité de soutien à une décision et de soutien à la dissuasion, en fait, de soutien à la perspective d'un emploi potentiel du feu nucléaire. L'autonomie d'appréciation d'une situation, du renseignement par exemple, tout ça, c'est possédé en propre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de coopération qui sont en lien, mais le M51 n'est pas vulnérable, le missile balistique n'est pas vulnérable, n'est pas lié à des partenariats avec l'étranger, pas plus que le SNLE. On ne dépend pas de savoir-faire étranger pour le maintien de ses compétences. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains programmes de coopération qui permettent d'alléger un peu la facture. On pense à Lancaster House, par exemple. Ça permet d'alléger un peu la facture sur le programme de radiographie dans le cadre de la simulation. Et quelque part, même dans le cadre de Ariane, pour maintenir un bureau d'études qui travaillerait que sur le missile Mersel, le balistique stratégique, si son seul travail c'était le maintien du M51, il faudrait faire beaucoup plus d'upgrades du M51, je pense. Donc il y a un équilibre qui se joue entre le travail qu'ils font sur Ariane 6 et le travail qu'ils font sur le M51. Mais encore une fois, c'est un apport qui allège le fardeau quelque part, mais qui ne compromet pas la souveraineté, à mon sens. Merci. Deux mots. Deux mots. Sur la première question, on est quand même dans la science-fiction.
Je ne crois pas du tout à la disparition. Je ne crois pas du tout à ce scénario. Alors, le si, oui, peut-être, mais enfin, il faudrait supposer que l'on peut désapprendre l'arme nucléaire, ce qui est impossible. On sait maintenant la faire. Et donc, vous ne pouvez imaginer la disparition des armes nucléaires que dans l'absolue certitude que personne dans un coin du monde ne va en refaire une, qui déstabiliserait complètement l'ordre existant. Et donc, je ne crois absolument pas à cette possibilité. À moins, il y a deux hypothèses. La première, c'est que, pour une raison ou pour une autre, une bombe atomique explose et qu'il y ait 100 000, 200 000 morts. Je crois qu'à ce moment-là, la pression publique internationale sera démentielle pour se débarrasser de cela. La deuxième possibilité, ce serait que par une possibilité ou pour une autre, on puisse avoir un système de dissuasion alternatif. Personnellement, je n'y crois pas. Mais après tout, on peut imaginer, vu les progrès de la science, qu'on ait un système de dissuasion qui, au lieu de menacer quelqu'un de 100 000 ou 200 000 morts, dise « je suis en mesure de te paralyser ton pays par l'intelligence artificielle et le cyber » et répondre à cela. Je ne crois pas à cela. Mais on peut imaginer, parce que la science va tellement vite, qu'un jour, on ait un système de dissuasion alternatif et donc un système de sécurité collective alternatif. Voilà. Je redonne la parole à la salle. Alors, il y a une question ici. Il y a un problème. Est-ce qu'on peut accroître les garanties à l'égard des pays non possesseurs de l'arme atomique? Là, avant de les abolir, on peut. Et il y a une résolution très ancienne, la 225/68, que la France n'avait pas, qui dit qu'une puissance nucléaire ne doit pas menacer une puissance non nucléaire. Donc, raisonnons par l'absurde, si on enlève le parapluie, la dissuasion ne marche qu'entre les nucléaires. Elle réussit donc, on n'a pas les 100 000 morts d'Éric, et les non-nucléaires ne se sentent pas menacés. Alors évidemment, c'est un raisonnement par l'absurde, mais on est dans le meilleur des mondes possibles. Et ma deuxième question, c'est le fameux accord, Olivier Kahn reconnaît ça, du 22 juin 1973. C'était le pic de la détente avant la guerre du Kippour. Il y a un article, et Jobert l'a dénoncé, c'est les deux super grands, en cas de conflit qui peut aller au nucléaire, doivent se concerter et l'empêcher. Malheureusement, c'est un système qui n'a pas fonctionné, parce qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes, mais est-ce qu'on peut le remettre et l'épouster et aller dans ce sens? Corentin, 1 minute. Jean-Marie, 1 minute. Je suis intransigeant, je suis bête. Voilà. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Eric à la base. Vas-y. Non, c'était sur la question du n'importe quelle tête qui explose, enfin une explosion. Voilà, je voulais qualifier cet élément-là. En cas d'explosion accidentelle, on pourrait avoir ce genre de choses, c'est-à-dire, et à mon avis, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus catastrophique, parce qu'après, le contexte en fait d'une explosion changerait tout. Voilà. Et il y a un papier de l'IFRI d'ailleurs écrit par Mark Fitzpatrick, que je vous conseille de télécharger sur le site internet. Merci. Avant de renforcer les conditions de garantie vers les États non possesseurs, effectivement, ça peut être intéressant, mais elles sont déjà au maximum. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les non possesseurs se sentent en insécurité du fait que les possesseurs se menacent les uns les autres et qu'en cas d'explosion, il y aurait des conséquences pour l'ensemble de la planète. Comme j'ai que 20 secondes, je vous engage à télécharger le futur rapport que je publie au GRIP en janvier sur le TIAN, puisque je suis sûr que nous serons amenés à nous revoir et à converser. Merci. Commandant, le mot de la fin. Simplement pour dire que ces garanties négatives de sécurité, on appelle ça comme ça, existent et que la France en a donné à tous les États non dotés d'armes nucléaires, voilà, mais qu'évidemment, on ne se trouve pas dans une situation où on peut avoir une politique du nucléaire qui ne dissuade que du nucléaire et que pour que sans menacer, la vertu stabilisante de la dissuasion nucléaire, elle va au-delà d'un rapport nucléaire-nucléaire, voilà. Mais on a vu les limites de ces garanties-là en Ukraine. Hein. Encore une fois, l'Ukraine en bénéficiait de ces garanties. Hein. Merci, bravo. 5h10. Je vous remercie et on laisse la place pour le SEMA.